Pour pouvoir vous présenter ce qu'est l'ikigai, je voulais vous parler des zones bleues. Et donc, l'ikigai, la mission de vie, parce qu'en fait, la mission de vie, on a tendance à la rapprocher à uniquement un métier. Et en fait, c'est beaucoup plus que ça. Et justement, ces zones bleues, c'est les zones où il y en a 5 dans le monde, où il y a le plus en fait, c'est centenaire, mais même au-delà de la moyenne générale du monde, quoi. C'est vraiment des endroits où les gens vivent vraiment très, très âgés. On dit même qu'ils ont oublié de vieillir, pour dire. Et donc, je me suis renseignée sur quels étaient les aspects qui revenaient pour tous ces endroits. Et donc, ce qui ressort, c'est l'alimentation saine, donc c'est-à-dire avec des aliments frais qui sont pas qui viennent pas de l'industrie. Hein, c'est vraiment plutôt généralement des endroits qui sont assez reculés où les gens y cultivent leurs propres légumes et fruits, etc. Donc du coup, il y a vraiment ce côté de conscience qu'on met sur l'alimentation et le fait qu'on y participe pleinement sur le parcours de A à Z, entre le moment où on va cultiver et au moment où on va vraiment bénéficier pleinement des aliments, parce qu'il y a justement cette alimentation consciente où on mange en conscience et où on apprécie ce qu'on est en train de manger. Par exemple, à Okinawa, au Japon, ils se limitent à 80% de leur satiété. Donc il y a cette alimentation là où on peut dire voilà, ton alimentation sera ton meilleur médicament. Je crois que c'est ça la citation. Donc voilà, il y a cet aspect-là. Il y a le fait que comme c'est des personnes qui souvent ont leur propre exploitation, etc., ils ont une vie active tout au long de leur vie. Et même quand ils arrêtent de travailler, qu'ils sont trop fatigués pour pouvoir œuvrer, il y a ce côté d'entraide, de solidarité, de liens sociaux très forts et de communauté où les gens sont là les uns avec les autres, les uns pour les autres. Il y a des rituels de décompression, donc c'est le zen, tout ce qui va permettre de sortir du stress, mais aussi de désencombrement. Ça pourrait être voilà, de faire du tri, de vivre avec peu, de se contenter d'éviter d'être attaché à ses possessions, etc. Il y a aussi l'idée d'une spiritualité consciente, donc c'est-à-dire que ils mettent vraiment, ils sont concentrés dans ce qu'ils, dans leur spiritualité, ils la vivent en conscience. Avec, voilà, j'imagine avec tout le discernement que l'on peut avoir pour qu'elles nous correspondent pleinement. Et ils ont un but ou une raison de vivre, donc qu'on appelle Ikigai au Japon ou plan de vida au Costa Rica. Et donc, alors pour avoir été au Costa Rica, c'est vraiment impressionnant cette joie de vivre. C'est des personnes qui sont vraiment très qui vivent de façon très, très précaire quand même, majoritairement, et pourtant ils ont tous le sourire. Quand on leur demande est-ce que ça va, et ils répondent systématiquement pura vida. C'est la pure vie, c'est la belle vie, on profite de la vie. Voilà, donc c'est vraiment le bien vivre au service de sa longévité, c'est vraiment apprécier pleinement sa vie. Et donc c'est ça la mission de vie, c'est plus que le travail. C'est plus qu'une activité professionnelle, plus qu'un métier. C'est voilà, profiter de la vie à sa manière et spécifiquement profiter de son incarnation en étant en lien avec ses sens, en lien avec ses 5 sens. De pouvoir sentir les odeurs qui nous entourent, de pouvoir toucher les textures les plus agréables, de pouvoir être dans ce ressenti émotionnel, etc., etc. Et donc, quand on veut vraiment toucher à cette idée de vivre bien, de se sentir bien dans sa vie, c'est aussi se relier à ses sensations et à ses sens. C'est aussi exprimer le meilleur de soi dans justement ses talents particuliers. Et donc, ce n'est pas chercher à l'extérieur des
des explications ou des raisons de profiter de sa vie. C'est vraiment dans qui on est, d'aller expérimenter, aller observer dans quoi on est, dans quoi on se sent particulièrement doué, là où on apprécie vraiment, là où on ne voit pas le temps passer, là où notre énergie, elle se recharge. Et c'est ça, c'est vraiment à ça que moi j'invite quand j'accompagne sur la mission de vie, c'est d'aller voir où il est l'état de flow, à quel moment on est vraiment connecté à c'est vraiment ce que j'aime faire, c'est vraiment ce que j'aime vivre. Et voilà. Donc c'est vraiment cette question de on ne voit pas le temps passer. Et où c'est absolument pas quelque chose de fatigant. Alors que d'autres, par exemple, pourraient se sentir fatigués. Donc, par exemple, moi, on me disait tout le temps quand j'étais dans le social, mais comment tu fais pour entendre toutes les difficultés, les misères des autres, etc. Et en fait, comme j'étais vraiment à ma place à ce moment-là, du coup, pour moi, c'était complètement... du coup, je savais que j'étais à ma place et je me réalisais, j'étais là où j'avais mes compétences. Donc, quand on exprime ses compétences, du coup, on se sent en lien avec son énergie pleinement. Et elle est complètement accessible et complètement utilisée, et donc elle se recharge sans arrêt parce que c'est une énergie qui est canalisée dans une voie. Et donc, ça me renvoie au fait que quand on est très tourné vers les autres, on peut avoir cette posture de sauveur et où on peut avoir tendance à aider un peu tout le monde, même des personnes qui n'ont rien demandé. Et donc là, c'est l'inverse. L'énergie, elle n'est pas canalisée dans une voie, elle est un peu éparpillée. On aide un peu tout le monde et des personnes qui ne le souhaitent pas, ou on propose son aide avant même qu'on nous l'ait demandé, etc. Et en fait, finalement, ça nous retourne dessus. On nous dit, mais je t'avais rien demandé. Ou finalement, ça se retourne contre nous parce que ce que la personne, ça lui a ouvert comme opportunité, elle n'était pas prête, etc. Donc, du coup, il y a cette idée d'énergie qui s'éparpille et où on s'épuise, en fait. Alors que quand on va réunir ses compétences, ses talents pour des personnes qui l'ont demandé et pour des personnes qu'on est en capacité d'aider, du coup, là, il y a vraiment une énergie qui se recharge, qui est là, tout le temps à disposition. Et donc, c'est ça, hein, c'est d'être au service des autres et de la vie. C'est à la fois, c'est aider l'autre, aider à faire grandir l'autre, à contribuer pour le monde, à faire sa part de colibri, mais aussi d'être au service de la vie dans le sens de comment je suis dans la gratitude pour la vie, comment j'apprécie pleinement la vie. Voilà. Et comment je perçois son message en conscience pour pouvoir me relier pleinement à elle. Donc, c'est vraiment tout ça, la mission de vie. Ce n'est pas uniquement l'idée d'un métier dans lequel on s'épanouit. C'est ça, mais ce n'est pas que ça. Donc, la philosophie Ikigai, en fait, c'est cette idée d'état d'être, où on vit, on ressent en conscience le plaisir d'être en vie. C'est au service de plus grands, au service des gens, au service de la vie, et c'est d'apprécier tous les moments simples de la vie, qui font que c'est pas, comment dire, c'est une joie douce et simple. D'ailleurs, c'est ce qui nous manque le plus quand on a perdu, je ne sais pas si ça vous est arrivé, quand on est en couple et que cette personne n'est plus dans notre vie, etc. Généralement, ce qui nous manque le plus, c'est les moments tout simples que l'on partageait. Et c'est dans ces moments simples que l'on s'épanouit le plus au final. Et donc voilà, c'est une invitation à prendre plaisir dans l'expérience de la vie au quotidien. Donc l'ikigai, si on cherche à le traduire, donc ça correspond à vie pour iki et valeur pour gai, et donc ce qui donne de la valeur à la vie, ce qui donne son goût à la vie, ce qui correspondrait à la joie de vivre, à la raison d'être. Donc il y a vraiment ces deux aspects-là. On a une raison d'être contributive, mais il y a aussi une joie de vivre, une joie d'être en vie et de profiter de cette incarnation.
Et donc, c'est en fait, au final, l'ikigai est devenu, ça a été utilisé via le diagramme de Venn comme un outil de coaching, un outil de développement personnel, de reconversion professionnelle, etc., où il y a ces 4 aspects: ce que j'aime, ce qui m'anime, ce pourquoi je suis douée, comment je contribue aux besoins du monde et comment je suis rémunérée. Mais au départ, la philosophie Ikigai, c'est pas vraiment ça. D'ailleurs, c'est vraiment plutôt, voilà, plutôt les 3 premiers aspects de comment j'aime la vie, comment je me réalise dans mes talents et comment je suis utile aux autres et au monde. Il y a moins cet aspect de comment je suis rémunérée, parce que c'est pas vraiment l'objectif principal de la vie. C'est quelque chose qui vient naturellement avec le fait d'être aligné avec ce qu'on en fait. Mais on prend en compte quand même ces aspects-là pour être dans ce principe de réalité. Et donc, quand par rapport à la démarche Ikigai, on va systématiquement se poser la question pour chaque aspect, donc pour ce que j'aime, pour ce pourquoi je suis douée, ce pourquoi je contribue et comment je suis rémunérée, c'est comment c'était dans le passé, comment c'est dans le présent et comment idéalement ça pourrait être dans le futur. Donc, pour chaque aspect, on pourrait se poser tout simplement ces questions-là. Donc, dans le passé, comment c'était pour moi, dans mon enfance, dans mon adolescence, dans mes expériences passées. Donc, dans ce que j'aime et qui m'anime, c'est quoi qui m'animait quand j'étais enfant, quand j'étais ado, dans mes activités professionnelles, etc. Donc, dans le passé. Aujourd'hui, comment c'est? Et idéalement, qu'est-ce que j'aimerais garder pour le futur? Comment je me vois vivre ça, ce que j'aime dans le futur. Voilà. Qu'est-ce que j'aimerais y retrouver pour que ma vie, elle vaille le coup d'être vécue, sur le fait pour que ma vie, elle ait de la valeur. La même chose sur pourquoi je suis douée. Qu'est-ce qu'on vous disait, on disait de vous, enfant, quelles étaient les qualités qu'on vous donnait ou vos défauts, dans quelles compétences vous vous êtes épanoui professionnellement. Donc voilà, la question sur le passé, la question sur le présent et qu'est-ce que je veux garder pour le futur, c'est-à-dire par rapport à ce pourquoi je suis douée, qu'est-ce que j'ai vraiment envie de continuer à faire ou ne pas faire dans le futur. Sur comment je contribue aux besoins du monde. Donc, dans le passé, comment je contribuais aux autres quand j'étais enfant. Qu'est-ce que j'avais tendance à faire avec mes proches, avec mes amis, dans la cour de récré. Voilà, comment j'étais enfant dans cette idée de je contribue aux autres, je contribue à la vie. Ça peut être, je ramassais des déchets à chaque fois que j'en voyais. Voilà, donc on peut se poser ces questions-là. Voilà, comment je contribue aujourd'hui aux besoins du monde, au présent. Qu'est-ce qui vraiment m'anime aujourd'hui et qu'est-ce que je veux comme idéal pour le futur par rapport aux besoins du monde. Et sur comment je suis rémunérée, qu'est-ce que j'ai pu faire dans le passé qui m'a permis de gagner ma vie, de pouvoir, quelles sont les compétences qui me permettaient d'avoir une rémunération aujourd'hui, comment c'est et comment ça pourrait être dans le futur. Voilà, vous avez compris l'idée, c'est vraiment de se poser la question sur ces 3 aspects-là pour voir le fil conducteur. Parce que du coup, c'est ça, dans la démarche Ikigai, avec le diagramme de Venn, bien sûr, c'est qu'est-ce qui rejoint tous ces aspects-là, quel est le fil conducteur dans tout ça. Alors, je continue. Donc là, on va aller sur plutôt ce que j'aime, ce qui m'anime et ce qui m'inspire. Donc, donc là, je vous ai mis des questions qui sont intéressantes à se poser pour pouvoir se relier à ce premier aspect de l'ikigai. Donc, qu'est-ce qui m'anime, quelles sont mes valeurs. Donc, c'est qu'est-ce qui m'inspire au quotidien. Et donc là, pareil, vous pouvez me poser la question dans le passé, dans le présent et qu'est-ce que j'aimerais garder dans le futur. Qu'est-ce que je veux faire de ça dans le futur par rapport à ce que j'en fais aujourd'hui. Donc, par exemple, qu'est-ce que j'avais tendance à lire, à avoir comme lecture? Je lisais quoi comme livre? Qu'est-ce que j'y trouvais? Pourquoi je lisais telle lecture et pas une autre? Et pareil pour aujourd'hui. Donc, l'idée, c'est vraiment de préciser au maximum. Plus vous allez préciser, plus ça va être affiné et plus vous allez avoir des éléments intéressants par rapport à votre ikigai et votre mission de vie. Donc là, qu'est-ce que j'aimais faire? Quelles étaient mes passions, mes centres d'intérêt? Qu'est-ce que j'aime aujourd'hui?
qu'est-ce qui fait partie de mes passions aujourd'hui, de mes centres d'intérêt, et qu'est-ce que je veux garder pour plus tard. Qu'est-ce qui fait plaisir à mes 5 sens? Donc là, voilà, c'est l'idée de se relier à vos 5 sens. Comment vous vibrez au travers de vos 5 sens aujourd'hui? Qu'est-ce que vous avez tendance à faire naturellement? Si vous vous posez la question du sens de la vue, qu'est-ce que vous aimez par-dessus tout voir? Est-ce que c'est des tableaux? Est-ce que c'est des couleurs? Est-ce que c'est de la photo? Et donc, si c'est de la photo, quel type de photo? Voilà, à chaque fois, vous vous posez des questions de plus en plus précis. Vous ne vous contentez pas de dire quelque chose de très général. Vous allez vous demander qu'est-ce qui est spécifique à vous. Qu'est-ce que vous aimez et qu'est-ce que vous n'aimez pas? Il faut pouvoir vraiment vous rapprocher le plus possible de l'essence dans tout ça. Et peut-être vous poser la question, quels sont les 2 sens qui sont le plus en éveil chez moi? Et comment je les utilise? Comment je les mets au service des autres? Et enfin, quelles sont les activités professionnelles ou autres? Donc, par exemple, les activités où vous étiez, je ne sais pas moi, bénévole ou prof, où vous aviez vous étiez donné des cours pour d'autres personnes, etc. Dans le cadre du sport ou de loisirs, etc. Voilà, dans tout ça, qu'est-ce que vous avez vraiment aimé faire? Qu'est-ce que vous garderiez là de tout ça? À quel moment vous étiez vraiment en phase avec vous-même? Donc, voilà pour cette première partie. Donc ça prend du temps de se poser toutes ces questions. Il ne suffit pas la réponse, elle peut venir là tout de suite. Alors, elle vient plus facilement si on se relie au cœur. Hein. Donc, si on n'est que sur le plan mental, on risque d'être vite limité et peut-être limité uniquement avec ce qu'on sait de nous. Et que là, l'idée, c'est vraiment de prendre du recul, de faire un pas de côté pour se demander c'est quoi vraiment pour moi. On peut même poser des questions aux autres, leur demander si vous êtes en couple, demander à votre conjoint ou votre conjointe voilà, ce qu'elle en pense, pour qu'elle vous ouvre un peu ou vous ouvre les opportunités. Et puis, c'est d'y revenir. Vous allez écrire des choses là, et puis vous allez les confronter à la réalité dans le sens de quand je parle de qu'est-ce qui m'inspire dans des films, c'est par exemple là, les prochaines fois vous allez regarder des films, vous allez vous poser la question quand vous avez des larmes d'inspiration. Parce que justement, ça vous émeut, mais positivement. C'est quoi concrètement qui se passe là dans la scène? Et pourquoi c'est souvent quels sont les types de scènes qui vous émeut systématiquement? Pareil pour les personnes, c'est de vous poser la question quand vous avez des conversations par la suite, ou quand vous êtes en lien avec les autres, pourquoi cette personne-là elle m'inspire particulièrement? Quand vous écoutez des conférences ou des vidéos de certains conférenciers, etc. Voilà, pourquoi ces personnes-là vous inspirent? Quelles sont les valeurs qu'elles dégagent? Et pareil au travers de tout ça, les films, les séries, les lectures, etc. Pour aller vraiment à chaque fois plus loin dans ce qu'il en est réellement. Donc ensuite, on est ce pourquoi je suis douée. Alors, donc là, on va aller plus sur les compétences et ce qu'on appelle les soft skills, c'est-à-dire les compétences sociales, les compétences qu'on met au service des autres. Donc là, c'est qu'est-ce que je fais sans des efforts, naturellement, avec aisance, là où d'autres auraient peut-être plus de mal. Donc, vous allez vous poser la question au travail, dans mes différents emplois, qu'est-ce que j'avais tendance à faire avec plus de facilité que la plupart de mes collègues? Ce pourquoi on vous dit souvent, mais comment tu fais pour faire ça? Moi, je peux pas, quoi, c'est pas possible, c'est trop difficile, ou je me vois pas absolument pas faire ça. Donc là, par exemple, moi, quand on me disait, mais comment tu fais pour écouter toutes les misères des gens, quoi. Ou c'est pourquoi on a tendance à vous solliciter, ou on vous considère comme une personne ressource. Parce qu'ils vont se dire, toi, tu sais faire, alors que moi, je galère un peu plus. Donc voilà, c'est vraiment poser la question d'aller chercher toutes ces infos sur là où c'est naturel pour vous, là où c'est sans effort. Hein, vraiment, vous le faites sans vous prendre la tête, vraiment. Ou même si vous allez un peu chercher à aller travailler en profondeur, etc., vous prenez vraiment plaisir à le faire.
Moi, par exemple, l'informatique, je prends plaisir. Je peux, par exemple, j'ai créé mon site moi-même, mon site internet, et vraiment, ça m'a, même si j'ai mis une semaine et que vraiment, je me tirais les cheveux parce que c'était galère, mais au final, j'ai adoré faire ça. Euh, et d'autres personnes, par exemple, vont se dire, mais moi, j'ai horreur de toucher à l'informatique, etc. Donc, du coup, c'est vraiment vous poser la question de c'est quoi qui est facile pour vous, soit facile ou qui voilà, vous ressource quand vous le faites. Ensuite, c'est quels sont les compléments qu'on vous fait généralement, les qualités qu'on dit de vous. Et si, donc ça peut être par exemple dans aussi les entretiens d'évaluation professionnelle. Si vous aviez ce genre de choses dans votre travail, qu'est-ce que vos responsables avaient tendance à dire de vous? Dans le positif, hein, bien sûr. Ou prenez en compte aussi le négatif parce que des fois, ça peut être intéressant pour vous informer sur qui vous êtes parce que des fois, on va vous reprocher quelque chose qui est un défaut pour l'un, mais qui pourrait être une qualité parce qu'elle n'est pas, elle n'est pas au service des bonnes personnes ou des bonnes entreprises. Par exemple, moi j'ai tendance à être très pointilleuse et donc à chercher toujours les informations les plus précises possibles. Et donc, dans certaines des équipes où j'ai travaillé, il y en avait pour lesquelles ça les saoulait parce que j'avais tendance à toujours chercher le plus concret pour comprendre le mieux possible de quoi il était question et qu'est-ce qu'on allait faire concrètement. Et aussi pour que ça puisse, j'avais tendance à porter la parole pour mes collègues et où, voilà, concrètement, comment on fait, quoi. Ou pour expliquer à quel point, pour moi, c'était absolument pas faisable dans la réalité. Donc, selon les équipes, selon les contextes de travail, ça peut être considéré comme une facette relou de vous, mais ça peut être aussi quelque chose de super utile selon où vous allez travailler. Et selon ce que vous allez en faire. Donc, du coup, ça peut être intéressant parfois de prendre en compte cet aspect-là. Si pour vous, c'est quelque chose dont vous ne pourriez pas vous passer. Moi, typiquement, je ne peux pas arrêter d'être pointilleuse parce que c'est ce qui me permet d'être le plus fiable possible. Vu que j'apportais des conseils aux personnes, j'avais besoin d'avoir les informations les plus précises possibles. Quand j'allais dans des conférences ou des formations, je posais plein de questions, mais ça les saoulait, mais au final, les gens que j'accompagnais, j'avais des réponses vraiment très précises et ça leur permettait d'aller vraiment au bout de ce qu'ils avaient besoin de faire, quoi. Voilà. Donc, quelles sont les qualités que vous avez aussi et dont vous ne pourriez pas vous passer. Qu'est-ce qui fait que c'est vous, en fait. On ne peut pas vous dire arrête d'être comme ça. Donc, par exemple, quand on vous dit arrête d'être trop gentil, si c'est pas de nature d'être gentil, il ne faut pas devenir quelqu'un de complètement indifférent aux autres. C'est pas possible. Donc, par contre, c'est comment je peux être gentil, mais juste avec moi. Voilà. Quels sont aussi vos meilleurs moments professionnels ou même toujours, hein, vous pouvez vous poser la question, c'est pas que dans le cadre d'une activité professionnelle. Donc, ça peut être aussi, donc là, je ne parle pas de ça, mais il y a des personnes qui vont naturellement et sans effort se proposer à déménager les maisons. Voilà. Et ils vont dire, quelqu'un va dire, mais je manque de main pour aller déménager et qui vont naturellement dire, ben moi, je suis là, je suis disponible, c'est OK. Alors que d'autres disent, non, déménager sans façon, quoi. Donc voilà, ça peut être des choses du quotidien où on est au service des autres. Mais vraiment, c'est ça, c'est l'idée, c'est comment je mets mes talents au service des autres. Ça peut être dans la cuisine. J'adore cuisiner, faire des bons petits plats et inviter des personnes à la maison pour qu'ils puissent en profiter. Et donc voilà, quels sont ces meilleurs moments, ces fiertés, ces réussites qui sont pour vous des moments de fierté, de réussite et vraiment des bons moments du passé, là où vous avez utilisé vos compétences. Donc, professionnellement, dans les loisirs, etc. Est-ce que j'ai autre chose à vous dire par rapport aux professionnels? Oui, parfois on peut avoir des choses pour lesquelles on est doué, mais ça ne nous fait pas non plus vibrer. Voilà. Où on ne se voit pas faire ça pour les autres.
Par exemple, je parlais tout à l'heure du site internet, j'adore le faire pour moi, mais par contre, si on me demande de faire un site internet pour quelqu'un d'autre, alors que ça va me prendre du temps parce que je suis pas formée à ça, ça va pas me faire vibrer de le faire pour quelqu'un d'autre. Donc voilà, c'est se poser la question de façon plus précise, est-ce que c'est quelque chose que je fais pour moi ou est-ce que c'est quelque chose que je mets au service des autres? Par exemple, j'adore par moment dessiner, faire des peintures, etc. Mais je me vois pas les vendre. C'est pas du tout mon truc. Voilà. Et puis d'ailleurs, c'est vraiment pas toujours vendable. Donc du coup, ou de les offrir à quelqu'un ou les faire pour quelqu'un. Ça va être vraiment très ponctuel. C'est pas systématique. Je vais pas faire systématiquement des choses pour les autres. Alors qu'il y en a certains, quand ils sont dans leur créativité, c'est toujours pour offrir. Donc voilà, posez-vous la question, est-ce que c'est quelque chose que je garde pour moi ou est-ce que c'est quelque chose que j'ai envie d'offrir aux autres, que je veux mettre au service des autres? Et est-ce que je me vois le faire pendant des heures ou pendant une dizaine d'années, ou enfin en tout cas un peu moins peut-être parce qu'on n'est pas toujours sur 10 ans sur les activités, mais en tout cas est-ce que je me vois faire ça tous les jours? Parce que c'est ce qui va différencier votre... Parce qu'en fait, il y a le principe des différentes zones de talent. Il y a les zones d'incompétence où on ne sait pas vraiment faire et où on a besoin d'apprendre. La zone de compétence où on sait faire mais où ça ne nous fait pas vibrer. La zone d'excellence où on est vraiment très bon mais on ne se sent pas pour autant réalisé. Et la zone de génie où là, vraiment, c'est notre truc. C'est là où on excelle. Voilà. C'est là où c'est pas pourquoi, mais c'est tellement facile. Donc moi, par exemple, là où moi j'ai observé que c'est ma zone de génie, c'est de faire des liens. Quand je suis en séance avec les personnes, je vais prendre, en fait, tout ce que les personnes vont me dire en séance de coaching va faire matière pour moi à faire des ponts entre tout ce qu'ils disent et comprendre en fait quel est le fil conducteur. Donc du coup, c'est ça ma zone de génie à moi. Ça va être, voilà, et souvent les gens vont me dire mais c'est fou, en fait, c'est juste ça. Et en fait, les personnes l'ont en eux, mais forcément, vont pas forcément arriver à trouver quel est le fil conducteur. Et moi, ça, c'est facile pour moi. En tout cas, je m'éclate à le faire. Voilà pour là où on est doué, là où on peut se réaliser. Ensuite, il y a à quel besoin du monde je peux contribuer. Donc, dans le diagramme de Venn, on est plus à quels sont les besoins du monde. Et du coup, ça, c'est ce dont on se sert quand on veut lancer, par exemple, une offre marketing, etc., ou de vendre des produits en se demandant de quoi les gens ont le plus besoin. Mais pas forcément en se connectant au cœur. Et moi, ce que je vous propose, c'est quand même de vous connecter à quel besoin du monde vous voulez contribuer. Quels sont les besoins du monde qui vous touchent, pas seulement ceux où il y a de la demande. C'est là où il y a la différence, en tout cas avec le diagramme et ce que je propose. Et donc, ça va être les questions que vous pouvez vous poser, c'est quels sont les impacts que je veux voir dans le monde, que je veux avoir, que je veux apporter au monde. Qu'est-ce que je voudrais transmettre comme message à la fin de ma vie? Donc, si vous vous posez cette question, elle est vraiment intéressante pour vraiment préciser pourquoi vous voulez contribuer. Vous vous dites, il y a un moment où ma vie va se terminer et qu'est-ce qui sera indispensable pour moi d'avoir transmis comme message à mes proches, à mes enfants si j'en ai, aux personnes qui font partie de ma vie. C'est quoi vraiment que je veux leur laisser comme message, ce dont je veux qu'ils se rappellent pour leur propre vie ou pour la vie. Parce que des fois, ça va être pour les personnes et des fois, c'est des causes. Par exemple, les personnes qui sont plus sur les questions de l'environnement, ça ne va pas être pour eux, mais plus pour faites attention à votre environnement, prenez soin de la terre, voilà, etc. Donc, c'est vraiment une question très intéressante que je vous invite à vous poser de, voilà, qu'est-ce que je veux transmettre comme message dans cette vie-là. Et cette question-là, quand vous allez vraiment toucher ce que c'est, ça va vraiment vous alléger dans votre vie parce que vous allez vous dire, en fait, enfin, en tout cas, moi, c'est ce que je me dis et c'est ce que je remarque quand j'accompagne les personnes. Je ne dis pas que ça va être systématique pour tout le monde, mais c'est souvent le cas, que finalement, il n'y a pas à temps à se prendre la tête. Le plus important, c'est ça.
c'est ce que je veux apporter aux autres. Donc, voilà, je vous invite vraiment à vous poser cette question-là et à vous demander, voilà, quel serait le monde idéal de demain selon vous. Si vous vous demandez, vous vous dites, demain, on a la possibilité de changer complètement de façon de vivre dans notre monde, qu'est-ce que j'aimerais y trouver? Comment j'aimerais vivre cette vie et comment, voilà, qu'est-ce que je veux trouver dans ce monde-là, dans ce monde idéal, ce monde de demain. Vous pouvez vous poser la question aussi, si j'étais milliardaire, sur quelles injustices, sur quelles causes je voudrais agir. Parce que des fois, alors ça ne veut pas dire que c'est ce que vous allez faire vraiment, mais ça va vous rapprocher de cet aspect-là, de quelles sont les causes les plus importantes pour vous. Mais vraiment en connexion avec votre cœur, parce que c'est pas juste je veux arrêter la faim dans le monde, hein, que tout le monde puisse vivre à sa faim. C'est pas juste des choses qu'on a tendance à dire parce que c'est important. En vrai, c'est important que tout le monde puisse vivre à sa faim, etc. Mais c'est plutôt vous, spécifiquement, dans votre nature, dans votre essence. C'est vraiment pourquoi là pourquoi vous seriez prêt à vous battre pour que ça puisse changer vraiment. Pour quel type de personne vous seriez prête à vous battre, pour quel type de cause, pour quel type d'injustice, pour quel type de situation vous serez prêt à agir en ayant les moyens de le faire. Voilà. Et en prenant en compte le fait que si vous n'avez rien qui vous en empêche aussi au niveau de vos freins personnels, parce que des fois on est milliardaire mais on est très timide et on ne ferait pas ça parce qu'on ne se sentirait pas à l'aise. Donc c'est vraiment se poser la question de façon très large, en dehors de ce que je peux ou ne peux pas faire. Vraiment, si j'étais en confiance, si j'étais avec tous les revenus et tous les moyens possibles pour pouvoir le faire, sur quoi je voudrais agir. Ensuite, c'est de quoi vous avez eu le plus besoin dans votre vie. Donc ça, c'est une question vraiment intéressante parce que ça va vous permettre justement de savoir ce pourquoi vous voulez contribuer. C'est de vous demander, voilà, vous, dans votre enfance, dans votre adolescence, c'est quoi qui vous a le plus manqué? Qu'est-ce que vous avez eu le plus besoin, que vous aurez vraiment eu besoin qu'on vous apporte? Ou ce pourquoi vous avez le plus observé ce besoin autour de vous. Parce que des fois, on n'a pas eu une enfance forcément très, très galère, mais on a connecté à des souffrances qui étaient autour de nous, de personnes, et où on s'est dit, enfin, c'est horrible, quoi, c'est pas possible de vivre ça, et ça vous a connecté à ça, à ce besoin d'œuvrer pour ce type de problématique ou ce type de personne. Alors ça peut souvent avoir un lien avec justement les films que vous regardez et où ça vous émeut. Posez-vous la question, une fois que vous aurez répondu à cette question-là, est-ce que c'est pas ça qui m'émeut à chaque fois dans les films, dans les livres que je lis? Et est-ce que c'est pas justement ce que j'ai tendance à apporter aux autres? Voilà, donc ça, c'est les questions intéressantes pour pouvoir vous rapprocher de cette ikigai. Et donc, la dernière partie du diagramme de Venn, c'est ce pourquoi je peux être rémunérée, ce qui peut me permettre de vivre ma vie de façon matériellement. Et donc là, c'est vraiment de rapprocher tout ça avec le principe de réalité. Donc, ce que je vais vous faire, on va passer d'abord à l'étape d'après, parce que c'est une fois qu'on aura vraiment précisé quand on aura touché du doigt vraiment c'est quoi notre truc, notre particularité, notre mission de vie, qu'on va après se demander est-ce que concrètement c'est possible d'en vivre et comment. Donc, j'y reviendrai tout à l'heure. Donc là, on revient sur les 4 composantes de l'ikigai. Et en fait, donc il y a besoin de faire le tri dans toutes ces parties. Et donc, à l'intersection de ce pourquoi vous êtes doué et ce que vous aimez, il y a votre passion. Donc là, vous allez y mettre, voilà, tout ce qui vous passionne, tout ce pourquoi il y a un lien entre ces deux aspects. C'est-à-dire, c'est à la fois ce que j'aime et c'est à la fois ce pourquoi je suis douée. Donc, vous allez mettre ça là, ici.
Pareil pour la partie mission. C'est à la fois ce que j'aime et c'est à la fois ce dont les autres ont besoin. Donc, c'est ma mission. Dans la partie vocation, c'est à la fois ce dont le monde a besoin et c'est à la fois quelque chose qui me permettrait de gagner ma vie financièrement. Et dans la partie profession, c'est là où vous êtes doué et où vous pouvez être rémunéré. Donc là, ça va vous donner des informations sur ces 4 aspects. Mais on ne peut pas vivre que de sa passion, que de sa profession, que de sa vocation ou que de sa mission. L'ikigai, ça peut être la somme de tout ça, ou ça peut être vraiment l'intersection de tout ça. Des fois, on va avoir du mal à trouver ce qui est parfaitement, qui correspond parfaitement à ces 4 aspects. Et notre vie, elle va être comme on parle des slashers, pardon, où justement on a plusieurs aspects dans notre vie, c'est-à-dire on est à la fois bénévole dans tel domaine, donc ça correspond à ce pourquoi on est doué et ce qu'on aime, ou ce dont le monde a besoin et ce qu'on aime. Et à la fois, on va avoir un métier alimentaire où on est doué et où en plus ça nous rémunère, et idéalement qu'on aime faire, même si c'est pas ce dont le monde a besoin. Voilà, donc c'est possible qu'on ait tout plein de ces parties-là dans notre vie et que ce soit ressourçant et qu'on puisse apprécier cette vie-là. Et donc, d'ailleurs, c'est l'idée, hein, c'est vraiment de trouver tous ces aspects-là dans notre vie. Mais voilà, si on vivait que de sa passion, ben, du coup, on se sentirait complètement satisfait, mais on se sentirait inutile parce que justement, il n'y aurait pas cet aspect, ce dont le monde a besoin. Parce qu'il y aurait vraiment que ces 3 cercles-là, pas ce dont le monde a besoin. Si on vivait uniquement de sa profession, ben, du coup, ça serait confortable financièrement, mais il y aurait ce sentiment de vide. Si on était uniquement dans la vocation, ben, du coup, on se sentirait, comment dire, ça serait vibrant, etc. Mais comme on ne se sentirait pas forcément compétent pour ça parce que ça ne correspondrait pas à ce pourquoi on est doué, ça nous mettrait dans l'incertitude de est-ce que je suis vraiment à ma place, est-ce que je ne suis pas un imposteur, etc. Donc, ça va demander à ce qu'on se forme pour pouvoir vraiment apprécier cet aspect-là. Et si on n'est que dans notre mission, bah, du coup, on prend plaisir, on a un sentiment de plénitude, mais par contre, bah, comme il nous manque la partie rémunération, bah, du coup, là, il y a une précarité qui pourrait être là. Donc voilà un petit peu l'idée générale de l'ikigai et de comment vous pouvez faire le tri entre tout ça. Donc, ça va demander peut-être d'écrire toutes vos idées sur des post-it pour pouvoir ensuite peut-être vous pouvez créer votre cercle vous-même, ces 4 cercles, et pouvoir placer à ces différents endroits ou sous forme de colonne, hein, c'est pas obligatoire, mais c'est bien comme ça, et de voir, voilà, qu'est-ce que vous mettez à la fois dans ce pourquoi vous êtes doué, que vous aimez et que vous pouvez être rémunéré, etc. Et donc, pour préciser sa mission de vie, en dehors de ce principe d'ikigai, il y a différentes questions qu'on a à se poser pour compléter ça, pour pouvoir savoir quelle est justement sa spécificité pour les autres. Donc, dans la mission de vie contributive, hein, là, vraiment, on est sur la mission de vie contributive. Donc, c'est qui a vraiment envie d'aider ou pour que je suis le plus susceptible d'aider. Donc, c'est vraiment se poser la question de c'est pour qui je me dis vraiment il faut faire quelque chose. J'ai vraiment envie d'aider ces personnes-là. Donc, moi, c'est les personnes qui sont trop tournées vers les autres et qui, du coup, se sont oubliées. Pour quelle cause ou problématique j'ai envie d'agir. Et donc, voilà, quel problème je veux aider à résoudre. Voilà, donc là, c'est se poser cette question-là. Donc, moi, par exemple, c'est le fait d'être déconnecté de ses vraies compétences et de vivre pour les autres et pas pour soi. Par exemple, ou de vivre en déconnexion avec alors à la fois avec ses dons, c'est-à-dire de ne pas avoir pris conscience qu'on avait ces dons, de ne pas savoir s'y connecter, ou de le savoir, mais de se faire passer après, parce que il faudrait bien faire vivre sa famille, etc. Donc c'est plutôt ça. C'est à quel point on n'est pas en phase avec sa vraie nature. Comment je m'y prends, quel talent je mets au service des autres.
Donc là, moi par exemple, ça va être ma capacité à faire des liens, le fait d'accompagner les personnes à se sentir, à se rapprocher de ce qui est le plus juste pour eux, au travers de la mission de vie. Ça va être ma capacité à écouter en profondeur pour pouvoir aller vraiment chercher vraiment quelles sont les informations qui peuvent être nécessaires pour pouvoir comprendre qui je suis vraiment et qu'est-ce que j'ai envie de faire de ma vie, d'être en capacité d'aider les personnes à se libérer, etc. Donc c'est voilà, quel talent j'ai déjà ou que je pourrais développer pour pouvoir répondre à cette problématique-là et pour ces personnes-là. Et donc, dans quel but, dans quelle finalité, pour quel résultat. Donc là, par exemple, pour moi, c'est dans l'objectif de se relier pleinement à leur âme, d'être complètement en phase avec leur vraie nature, de pouvoir vivre une vie qui a du sens, etc., etc. Et donc, ça donne, j'aide, ou j'accompagne, ou je révèle, par exemple, pour moi, c'est plutôt ce verbe-là qui est le plus proche de moi. Les personnes qui sont, donc c'est souvent des personnes hypersensibles et empathes, à faire ou à vivre quoi? Donc à vivre une vie pleine de sens en les reliant à leur mission de vie, par exemple. Donc voilà un peu l'idée de comment on se rapproche le plus possible de c'est quoi mon essence particulière, comment je vais vraiment contribuer aux autres et comment je peux m'aligner à ça. Parce que du coup, ce qui est intéressant de pourquoi préciser clairement c'est quoi sa mission de vie contributive, c'est que quand on s'est lancé, quand on veut accompagner les personnes ou quand on veut apporter notre aide, etc., ça va nous aider à apporter notre message. Quand on va parler de notre activité, on ne va pas parler de nous personnellement, mais on va parler de ce qui nous tient à cœur, de pourquoi on fait ça. Et donc, quand je dis j'aide les personnes qui sont hypersensibles ou empathes à se relier à leur vraie nature, etc., du coup, c'est autre chose que de dire je suis coach de vie dans la mission de vie. Voilà. Donc, ça va plus parler aux personnes et ça va être plus percutant. Et puis, moi, je vais me sentir plus reliée à mes aspirations de cœur, etc. Et donc, les personnes que je suis susceptible d'aider vont pouvoir se reconnaître. Donc, c'est vraiment ça l'idée, c'est pour s'aligner. Et depuis que moi-même, j'ai compris ça, j'attire que des personnes qui sont dans ce genre de situation. Voilà. Enfin, en tout cas, très, très majoritairement. Voilà sur la partie mission de vie. Et donc, je reviens sur la partie dans la mission de vie, l'ikigai, ce pourquoi je peux être rémunérée. On va faire confronter tout ça avec le principe de réalité. Donc, on va faire des recherches sur Internet, auprès de professionnels, etc., etc., pour avoir des informations factuelles sur la réalisation possible de son projet. De savoir concrètement comment c'est possible de le mettre en œuvre dans la matière et en fonction de ma situation. Donc, du coup, c'est est-ce que je vais pouvoir subvenir à mes besoins si je me mets en place, si je me mets à œuvrer dans la mission de vie. Est-ce que c'est quelque chose que je peux déjà faire dans le cadre de mon activité professionnelle? Si je suis salariée et qu'en fait, ça me permet de me relier à ce qui est essentiel dans mon métier, du coup, c'est comment je vais pouvoir revoir mes fonctions, me rapprocher de mon essence dans mon poste que j'occupe actuellement. Ou est-ce que je vais avoir besoin de changer de poste, d'aller dans un autre contexte? Et puis, toutes les questions auxquelles vous allez vous poser, ça va vous amener à avoir des critères de choix voilà, qu'est-ce qui est important pour moi de trouver dans mon activité professionnelle et qu'est-ce que je ne veux plus trouver. Donc, voilà, c'est vraiment, si par exemple, pour vous, dans ce qui ressort, dans ce qui m'anime, c'est d'être présent avec mes enfants, il va falloir envisager que le métier que vous allez faire concrètement, il vous permette d'avoir des temps pour pouvoir être avec vos enfants. Donc, tous ces critères-là vont vous aider à choisir c'est quoi la vie idéale pour vous, hein, professionnellement et personnellement. Donc voilà, comment je peux subvenir à mes besoins en attendant, quel est le budget qui m'est nécessaire, etc. Donc là, c'est plutôt vraiment des questions très
pratico-pratiques, concrètes par rapport à notre budget, par rapport à notre réalité matérielle et financière. Et donc, quelle décision je vais avoir à prendre pour réaliser ce projet. Par contre, il y a quand même, si justement vous êtes dans une spiritualité consciente, ou en tout cas dans une idée de connexion à plus grand que vous, moi, si je me disais juste il faut que ça me permette de vivre de mon activité, ça a mis du temps à ce que ça me permette d'en vivre. C'est pas encore complètement le cas. Par contre, clairement, je peux pas envisager de ne pas continuer parce que je m'éclate dans ce que je fais. Donc, par contre, ce qui se passe, c'est que comme je suis complètement en lien avec ma mission de vie, que je m'éclate dans ce que je fais, que ça a du sens parce que c'est là où j'impacte des personnes, etc., ben, étonnamment, je m'en sors aussi bien que, ou à peu près aussi bien que quand j'étais fonctionnaire, salarié de la fonction publique et où j'avais plus de 1800 € tous les mois. Donc, il y a quelque chose qui est de l'ordre de la vie va vous aider à vous relier à ce que vous avez à faire, à votre raison d'être, parce que c'est ce qui est le plus juste pour vous. Et c'est pour ça que j'accompagne sur la mission de vie, c'est parce que c'est pour toutes ces questions il y a quelque chose de particulier, pourquoi vous êtes là, à la fois pour vous-même et à la fois pour les autres. Et quand on est en lien avec ce pourquoi on a à faire pour soi et pour les autres, on a une aide de la vie qui est là. Donc après, moi, ça c'est ma croyance, c'est ce qui m'aide, ce qui se produit dans ma vie, et c'est ce qui peut aider quand on veut vraiment, quand on veut envisager ça. Mais il y a besoin de quand même prendre en compte ces deux aspects. On est dans un équilibre, c'est-à-dire à la fois je prends en compte le principe de réalité et à la fois je fais confiance en la vie. C'est pas je fais uniquement confiance à la vie et je ne fais rien en me disant que la vie elle va de toute façon m'aider, pas sûr, ou je suis que dans une logique il faut que ça m'apporte des revenus, etc. Et je risque de me couper de l'essentiel et de me relier vraiment à ces personnes à qui que je peux aider, ou cette cause que je peux aider. Voilà, je ne sais pas si ça vous a parlé, ça, ces aspects-là. Et donc, pourquoi j'accompagne spécifiquement les personnes hypersensibles? C'est parce que justement, les personnes hypersensibles sont des personnes qui sont très reliées justement aux autres, à cette nécessité de contribuer pour la vie, pour les autres, pour demain. Et c'est des valeurs qui sont complètement indispensables aujourd'hui dans le monde dans lequel on vit actuellement. On a besoin de ce type de disposition, d'aspiration pour le monde de demain, pour créer le monde de demain. Et en tout cas, moi, c'est ça qui m'anime. Quand je me pose la question de quel est le monde de demain que je veux voir un monde où on œuvre les uns pour les autres et pas chacun dans son propre intérêt, et on s'en fout complètement de l'impact que ça a sur la nature ou sur l'humain. Donc, moi, c'est ça qui m'anime. Voilà. Donc, du coup, c'est pour ça que j'œuvre spécifiquement pour les personnes qui sont hypersensibles, ou en tout cas les personnes qui ont envie d'œuvrer pour leur prochain ou pour le monde. Parce que c'est là où moi, ça va m'animer. Ça m'est jamais arrivé d'accompagner des personnes qui veulent juste faire de l'argent. Bon, ça serait OK à partir du moment où ça part au détriment de la vie, du vivant, de la nature, etc. Donc, voilà pourquoi moi, spécifiquement, et je trouve que c'est vraiment... moi, ça m'intéresse énormément, ça me fait vibrer de voir des personnes qui sont justement complètement... souvent, à cause de l'hypersensibilité, on peut être coupé de soi-même parce qu'on est très en lien avec les autres. L'hypersensibilité fait qu'on récupère beaucoup d'informations de l'extérieur et ça peut être tellement... intense qu'on peut s'oublier soi. Et donc, je trouve qu'il y a particulièrement à œuvrer pour ces personnes-là parce que, justement, elles ont une grande ouverture du cœur, une grande envie d'aider, et justement, elles ont quelque chose à apporter de particulier avec qui elles sont. Et ce serait tellement dommage de ne pas permettre à ces personnes-là de faire ce pourquoi elles sont compétentes et où elles sont naturellement douées. Donc voilà, moi, c'est ça qui m'anime. Et c'est là où, justement, il y a un intérêt par rapport à la mission de vie.
Donc, du coup, voilà, c'est des personnes qui ont une grande ouverture du cœur, qui sont dans cette idée d'humanisme, c'est-à-dire qu'ils ont foi en l'humain, ils ont foi en la vie, ils ont foi en demain. Même si, par moments, ils peuvent être complètement dépités parce que, justement, trop impactés par ce qui se passe autour d'eux, par rapport au drame ambiant, etc., de la plupart des gens. N'empêche qu'ils ont quand même envie de voir le bon côté de la vie, d'envisager le meilleur, d'optimiser les choses, d'aller toujours vers quelque chose de mieux pour la vie, pour le vivant, pour quelque chose de plus grand que nous-mêmes. Donc, ils ont ces des fortes convictions, des grands idéaux par rapport aux besoins des autres, par rapport aux besoins du monde. Ils ont ce besoin de contribuer, de changer les choses, de défendre des idées, des valeurs. Et ça ne va pas forcément être des choses qui vont impacter des milliers de personnes. Ça peut être juste, il y a des personnes qui vont mettre énormément d'amour dans ce qu'ils vont créer. Ils vont créer un tableau, créer des objets qui vont être remplis de tout cet amour qu'ils vont mettre dedans et qui vont impacter d'autres personnes. Les quelques personnes qui vont acheter ce qu'ils vont créer, ça va les aider aussi. Ça peut être des personnes qui vont avoir une façon spécifique à eux de prendre en photo en fonction de leur propre sensibilité et qui du coup va ouvrir quelque chose de plus grand pour les personnes qui vont être prises en photo. Ça peut être donc dans la relation d'aide, dans la relation de soins, où là forcément on va impacter des personnes, on va les aider à dépasser des difficultés, etc. Ça peut être veiller à ce que ramasser les déchets. Par exemple, il y a sur Montélimar, là où je vis à côté, il y a des personnes qui se réunissent tous les dimanches pour ramasser les déchets qui sont sur les routes, enfin sur les chemins de nature. Et finalement, heureusement qu'il y a des personnes qui ont eu ces idées-là. Ça n'impacte pas le monde en entier parce que c'est une part de colibri. Mais par contre, ils sont dans ce qu'ils ont à faire, à apporter. Et ça rallie d'autres personnes. Il y a des personnes qui finalement, ils ont des moments agréables, ils font peut-être des pique-niques ensemble, etc. Ou ça peut être, il y a une personne qui fait des vidéos qui se filme tous les jours en train de danser. Et elle amène de la poésie. En tout cas, moi, c'est ce que je vois à travers mon hypersensibilité. Ça amène de la poésie pour toutes les personnes qui vont regarder la vidéo. Ça peut être des personnes qui vont faire des blagues et les proposer sur Internet et qui vont faire sourire leurs prochains. Donc, l'idée, c'est de contribuer pour l'autre, même si on contribue que pour une, deux ou trois personnes, même si on contribue juste pour nos enfants ou juste pour notre maison, notre terrain, sur un coin de montagne. Ça peut être des personnes qui sont gardiens d'un lieu de nature et donc qui vont œuvrer pour ce lieu-là. Donc, voilà, c'est vraiment très, très large, toutes les possibilités. Moi, je suis plus sur des questions de nature, de lien à l'autre, etc. Mais ça peut être aussi des personnes qui travaillent en tant qu'assureurs et qui vont apporter le sourire aux personnes qui viennent de vivre des problèmes de dégâts des eaux, etc. Donc, tout dépend là où on travaille, c'est de vraiment mettre au service ce grand cœur, cette envie d'apporter quelque chose à l'autre et de se sentir à sa place et de se faire confiance, de se laisser être qui on est. Parce que souvent, quand on travaille dans des domaines où on n'est pas, c'est pas un monde très ouvert à l'hypersensibilité et à l'ouverture du cœur, on peut avoir tendance à s'éteindre, à se faire tout petit, etc. Et là, l'idée, c'est vraiment de se dire, en fait, c'est ça mon truc. C'est comme ça que j'apporte ma part de colibri et donc je vais l'assumer pleinement. Voilà. Et donc, moi, c'est ça, c'est d'accompagner à assumer pleinement en fonction de comment j'accompagne les personnes. Et en tout cas, c'est l'idée là que j'ai au travers de cette conférence. Donc, c'est les personnes qui vont être dans l'empathie. Donc, du coup, c'est à la fois, ils vont avoir des ressentis utiles pour l'autre et ils vont pouvoir apporter en miroir des choses en disant, j'ai l'impression que là, même si ce que tu dis, ça a l'air, tu as le sourire, pour autant, j'ai l'impression qu'à l'intérieur, moi, ce que je ressens, c'est que tu te sens triste. Donc, voilà. Donc, ça, c'est aussi une compétence qui permet d'être au service de l'autre dans son hypersensibilité. C'est un besoin d'aller en profondeur, de faire bien, comme je disais tout à l'heure, de peut-être être un peu relou et d'être un peu pointilleux. Et un grand respect voilà, pour le vivant et pour toutes ces formes de vie. Et des personnes qui sont des esprits libres, c'est-à-dire qui veulent
qui ont cette ouverture-là. Parce que c'est pour ça que les personnes hypersensibles, ça me tient vraiment à cœur de les accompagner, c'est qu'il y a vraiment cette ouverture vers on pense différemment. On se donne la possibilité de penser différemment que la plupart des gens. Il y a peut-être une autre façon d'envisager les choses, de penser les choses, voilà, de vivre ce qu'on est en train de vivre. Donc, je parle des hypersensibles, des empathes. Parfois, on n'a pas forcément conscience de ça, mais en tout cas, vous pouvez vous y retrouver dans ces différents traits. Et là, ce qui est intéressant, c'est de réaliser qu'on est plus ou moins sensible, plus ou moins empathe, et que c'est pas pour rien si finalement on vit ce qu'on est en train de vivre. Voilà, donc dernier conseil que j'ai à vous apporter par rapport à la mission de vie, c'est vraiment d'être dans l'exploration de vos sensations pour pouvoir vous apporter des informations sur c'est quoi qui vous anime et c'est quoi qui vous anime pas, c'est quoi qui est en accord avec vos valeurs ou en discordance avec vos valeurs. C'est de suivre vos aspirations, c'est-à-dire d'aller vers ce qui est le plus juste pour vous et aussi vers ce qui vous ouvre le cœur, ce qui vous donne envie de contribuer, d'être dans la bienveillance envers vous, envers vous-même, c'est-à-dire de ne pas vous oublier au passage, de vraiment, ok, je contribue pour les autres, mais comment je contribue pour moi-même. Et souvent, la mission de vie qu'on a pour les autres, c'est exactement la mission de vie qu'on a pour nous. Donc du coup, posez-vous la question, si vous savez ce pourquoi vous avez tendance à aider pour les autres, est-ce que vous-même, vous n'auriez pas besoin de cette aide-là, vous aussi? Et c'est exprimer ses talents particuliers. Voilà, donc mes derniers mots pour conclure, c'est révéler votre nature, révéler la voix de votre cœur. C'est ça qui pour moi, est le plus important dans ce que vous pourriez faire pour vous. Voilà, eh bien, je vous remercie pour votre intérêt, pour voilà, votre présence là aujourd'hui, pour vos petits messages. Et ben, voilà, n'hésitez pas à me solliciter si vous avez des questions. Je vous remercie, je vous souhaite une belle journée et puis à très bientôt.